Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à la médiathèque Annie Arnaud. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir Antonin Crène et Marguerite Boutroll pour cette lecture dessinée. Antonin Crène qui a du coup commencé par publier des textes courts dans des revues dont ses premiers livres sont marqués par la forme des villes, les traces du temps de l'enfance, notamment par le livre Les Présents publié par Publinet en 2020 où il explore la mémoire des disparus. Et vous poursuivez cette quête dans Terminus Provisoire, paru en 2024 chez l'éditeur L'Œil Ébloui, ainsi aussi que dans Rue des Batailles, paru chez Actes Sud en 2025. Marguerite Boutroll, vous êtes autrice et dessinatrice, diplômée de Sciences Po Paris. Vous explorez des récits intimes dans des questions sociales contemporaines. Votre univers visuel est marqué par un imaginaire onirique où la couleur occupe une place centrale. Votre premier roman graphique, Fraîche, paru chez La Boîte à Bulles en 2020, et votre deuxième roman graphique, La Part des Lâches, est paru chez Rivage Graphique en mai 2024. Vous collaborez aujourd'hui avec le studio Sojo depuis 2023. La performance d'aujourd'hui, du coup, s'inscrit dans la continuité d'une première lecture dessinée qui a été faite en octobre 2024 dans le cadre de la résidence Passé, Présent, Fiction, Écrire pour se souvenir et pour imaginer à la médiathèque Annie Arnaud de Villetaneuse où nous nous trouvons actuellement. Vous continuez d'explorer les espaces enfouis ainsi que les souvenirs que vous avez effleurés. Merci d'être là. Ce que vous allez voir, entendre, mais surtout voir, j'insiste, c'est là-haut que ça se passera. C'est autour du livre Terminus Provisoire, qui est mon dernier livre paru. C'est un montage d'extraits de ce livre, mais aussi d'extraits du journal que j'écrivais quand j'écrivais ce livre. Journal, 2 septembre 2021. J'étais triste, je travaillais mal, alors je suis sorti prendre le soleil avec mon cahier. J'aime beaucoup ce cahier, mais le papier est mince et mon feutre traverse. Il me faut une pointe plus fine. Je sais où l'on trouve ces feutres-là, j'en ai volé souvent dans un grand magasin connu. Il y a un choix immense, tous les diamètres. Le 0,3 me semble parfait. À la terrasse d'un café, j'ai écrit le titre d'un nouveau récit, Terminus Provisoire, que je pourrais faire suivre de « ou le souvenir d'enfance ». Et j'ai pris des notes sur le PEC. Tout ce que j'aurais à dire sur le PEC, si je devais écrire sur le PEC. J'ai passé 1 heure ou 2 à arpenter mentalement les rues du PEC. Je me suis projeté dans ce quartier d'enfance. J'ai dessiné le plan de la rue où j'ai grandi. Ça m'a fait du bien de gribouiller un peu, à la main et au soleil. En vrai, non, je n'ai pas gribouillé. J'ai pris soin de tracer mes lettres, lentement, pour que ce soit joli. Je me suis concentré. C'est ça qui m'a fait du bien. Terminus Provisoire, page 6. Et moi, l'auteur de ce récit, qui ai vécu mes 20 premières années au PEC, je parcours les lieux en souvenir, statique sur ma chaise, les avant-bras sur le bord de mon bureau, les doigts sur le clavier, sous le Velux de ma chambre parisienne. Je prends garde à ne pas me confondre avec mon narrateur. Surtout ne pas le phagocyter avec mes émotions. Le narrateur doit rester étanche à la nostalgie et au ressentiment, au choix ou en alternance, car il n'a jamais habité au PEC, lui. Il vient de nulle part. Il est une fiction. Il ne s'appelle pas Antonin. Il n'est pas ma doublure. Il ne s'appelle pas Alexandre non plus, comme le personnage de mon premier roman. Le nom d'Alexandre m'était venu sans effort, aussi facilement qu'un reflet dans le miroir. J'ouvre les yeux, et voilà. Pour un autre double de fiction, 10 ans plus tôt, j'avais choisi Anatole, à cause de sa proximité graphique et phonétique avec Antonin et de sa rareté comparable. J'avais alors 16 ans. Je ne quittais pas ma chambre du PEC. Au rez-de-chaussée de l'immeuble où j'ai toujours habité, la porte-fenêtre donne sur la voie de desserte du garage, également empruntée par de rares piétons. C'est calme. Je passe le plus clair de mon temps à lire des BD, à dessiner et à écrire. Journal, 15 septembre 2021.
Il est rare que je passe une demi-heure sans regarder mon téléphone. Il est toujours en silencieux et les notifications désactivées, mais de toute façon, j'ouvre les applis les plus addictives 1000 fois par jour. Pourtant, ce soir, il s'est passé un truc. Je m'aperçois qu'il est 18h30. Je me demande si Jean-Eudes m'a écrit, je regarde le coin de bureau où je pose habituellement mon téléphone et je ne le vois pas. Je comprends qu'il est resté dans mon sac, suspendu à la poignée de la porte. J'ai passé tout l'après-midi sans le regarder. J'écrivais. Je me méfie des expressions toutes faites, telles que « j'ai pas vu le temps passer ». Mais là, il n'y en a pas de meilleure. Ça m'avait manqué, cette plongée, cette apnée. Écrire et oublier le reste. Je ne m'étais jamais intéressé à l'histoire du lieu où j'ai grandi. Pour être exact, quand j'étais môme, peut-être en CM1, il y a eu cette visite de mon quartier avec un vieil érudit local. Il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, sans doute. Il nous avait montré l'emplacement de l'ancien pont du Pec, à 200 mètres du pont actuel. Ça m'avait fasciné. Mais depuis, je n'ai jamais poussé les recherches. J'ai 1000 bouquins sur Paris, j'ai lu plein d'histoires sur chaque ville où j'ai séjourné, mais je ne me suis jamais rencardé sur celle où j'ai passé mes 20 premières années. Comme si quelqu'un, dans ma tête, avait décidé une fois pour toutes que ce n'était pas intéressant. Cette semaine, je m'y suis collé. J'ai retrouvé la trace de l'ancien pont. Ce vieux pont était en bois. Comme les maisons des 3 petits cochons, le pont de bois a été emporté par le mauvais sort. Alors le nouveau a été construit en pierre. On voit le pont de bois sur un tableau de Turner, oui, le peintre Turner, depuis le chemin de halage où je me suis promené des millions de fois. Il l'a peint en 1829, pendant l'été qui précède sa destruction. Avant l'hiver 1830, donc, où il a fait un froid de gueux, la température descendue à -18 plusieurs jours de suite, la Seine gelée. Je me souviens des étangs du Vésinet pris par la glace dans mon enfance, mais c'était une eau stagnante, ça n'étonnait personne. Que le fleuve puisse geler lui aussi, ça me semble fou. La Seine paralysée pendant un mois complet et à la fin de janvier, la fonte, la débâcle. Tout fout le camp et le pont de bois s'effondre, emporté par le courant. Je ne crois pas qu'il nous ait raconté ça, l'historien local, en CM1. Ça m'aurait frappé. Terminus provisoire, page 12. Au début, les gens hésitaient. Depuis le pont, ils laissaient tomber une pierre sur la glace et la regardaient rebondir, incrédules. Les jours suivants, un groupe de femmes s'approcha de la berge. Les manteaux ne suffisaient plus. La température était descendue à 18 degrés en dessous de zéro. Elles ne possédaient pas d'instruments capables de mesurer ce froid et le bulletin météorologique n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui en ce temps-là, c'est-à-dire en janvier 1830. Mais elles savaient qu'aucun être humain n'avait jamais connu ça. Les vieux étaient formels, ils restaient pétrifiés malgré le feu qui brûlait jour et nuit dans toutes les maisons, et les enfants cessaient de grandir. L'heure n'était pas à la rigolade. Personne ne songeait à glisser sur les eaux figées comme un petit rat d'opéra, ni à lancer des boules de neige sur les voisins, car la neige couvrait la terre depuis plusieurs semaines. Les hommes avaient commencé à la déblayer, mais très vite, ils ne savaient plus quoi faire. Ils l'empilaient, mais elle ne fondait pas, et continuait de tomber du ciel, de s'accumuler sur la terre gelée. Alors, quoi? Déblayer de nouveau? Augmenter encore les montagnes de neige? Toutes les racines étaient gelées. On ne savait pas ce qui resterait de mangeable au moment de la débâcle. Les vêtements ne réchauffaient plus les muscles ne chauffaient plus les os. Ces femmes, groupées au pied de l'orme, s'enveloppaient dans des couvertures de laine, ficelées autour de leur carcasse sèche avec la corde à linge. Elles se confondaient avec des sacs, des ballots bien rembourrés dont seuls leurs bras dépassaient, emballés de même façon, et leurs mains rouges crevassaient. Elles portaient d'habitude un simple bonnet blanc qui suffisait. Elles se fatiguaient sur la berge à laver les draps. Mais le fleuve, cet hiver, était pris par la glace. Une femme donna la main à une deuxième femme. La deuxième s'accrocha à une troisième qui enlaçait le tronc de l'orme.
Cet arbre, on le surnommait l'orme de Sully. On lui prêtait des vertus nombreuses de par son grand âge. Il était très honoré. La semaine précédente, une branche maîtresse s'était effondrée sous le poids de la neige. On n'avait pas compris comment elle s'était accumulée sur un fuseau si maigre et déplumé. Mais la neige était collante, elle pesait sur toute chose, elle ne respectait rien. La première femme, maintenue par la poigne solide des deux autres, posa un pied sur l'eau gelée, l'autre en sécurité sur le chemin de halage. Elle appuya son sabot plus fort, elle tapa du talon, puis aventura son second pied sans lâcher la main rassurante. Elle dit « Ça tient ». Une autre femme s'inséra dans la chaîne afin d'allonger la distance. La pionnière s'avança sur le fleuve, la deuxième la suivit et lança aux suivantes « Ça tient toujours ». D'autres femmes se joignirent à l'étrange farandole, 10, 20, 30, et les lingères effarées, se donnant la main, relièrent l'orme de Sully à l'autre rive. Elles regardèrent le pont devenu inutile. Sa courbe en demi-lune avait perdu son reflet depuis que le miroir d'eau s'était changé en glace puis couvert de neige opaque. La surface molle renvoyait toute la lumière sans distinction, aucune image, un grand blanc, uniforme et aveuglant. La voûte s'élevait au-dessus de ça, bêtement. Les 12 piles du pont comme des gros fagots plantés dans la couche glacée. Sur la rive gauche, les maisons blanchies s'étageaient jusqu'aux terrasses du château de Saint-Germain que le peintre William Turner avait représenté au printemps précédent. La lumière était alors clémente, baignant ensemble le pont et son reflet de couleur chaude. Lavandière travaillait au premier plan de la composition et, dans la scène, un cheval trempait jusqu'à mi-jambe. Cette douceur, en janvier 1830, avait pris le goût d'un temps légendaire. Elle semblait si lointaine qu'on ne la reverrait plus. La Seine était paralysée par la glace depuis 4 semaines. On ne voyait pas le bout de l'hiver. Le Redoux approchait pourtant, et avec lui la délivrance. Mais cette scène, peinte par Turner, ne se produirait plus jamais, car le pont de bois ne survivrait pas à la débâcle. Les températures s'adoucirent, peu à peu, jusqu'à dépasser brièvement la limite du zéro. Alors la neige commença de fondre, et les légumes à pourrir sous le sol, et la Seine, sous la glace qui l'emprisonnait, reprit son cours. Sur les deux rives, les gens se réjouissaient. Ça craque, ça remue, tout redeviendra normal. Puis la musique changea à mesure que l'eau se libérait. On s'inquiéta, car le fleuve charriait des blocs terribles, des arbres tués par le froid, des morceaux de banquise. Et soudain, une pile du pont se brisa. Un bruit mou, comme du petit bois trop humide. La pile d'à côté s'affaissa un peu, entraînant la suivante qui commença de plier, sans grâce, paresseusement, comme une branche gâtée. Et le tablier pencha, et son poids enfonça les piles restantes qui n'étaient pas vaillantes non plus, et tout s'effondra, sans hâte, sans fracas, les gros fagots emportés par le courant. Journal. 15 septembre 2021. Il aura fallu ce projet d'écriture. Il aura fallu Pérec. Il aura fallu le PEC ou le souvenir d'enfance pour que je regarde sérieusement ce que cette commune a dans le ventre. Je possède un annuaire des abonnés au téléphone de 1929 depuis des années. Je consulte surtout les pages de Paris. J'ai parcouru celles de la banlieue à mesure que je visitais d'autres villes au temps présent. Mais la demi-colonne du PEC, Seine-et-Oise, jamais eu la curiosité de la lire. Il était temps. Sur les 49 abonnés du PEC, 3 sont dans la rue que j'habitais. Bonnier Michel, médecin. Frémicourt, elle, fabricant de cordages. Usine chimique du PEC. À la place de ces usines, du bord de la Seine, on a construit les immeubles où vivaient mes copains, sur le côté pair de la rue du président Wilson et le mien. Ai-je déjà dit que j'ai grandi au 40 bis de cette rue? Depuis que j'ai quitté le quartier, je sais que les lieux ont changé. On a bâti, on a densifié. Je fais un tour sur Street View de temps en temps. La forme d'une ville change plus vite que le cœur des mortels, on le sait. Je regarde l'historique des photos sur mon téléphone. Je suis passé par le PEC en septembre 2020 et précédemment en juillet 2018.
Ces jours-là, j'ai traversé la Seine par le fameux pont. J'ai vu l'emplacement de l'ancienne gare. Mais je n'ai pas pris la rue du président Wilson jusqu'au bout, jusqu'au terminus, jusqu'au 40 bis où j'habitais. Terminus provisoire, page 12. Nous avons 11 ans. Première sortie de classe en plein après-midi, lorsque nos emplois du temps nous libèrent à 15 ou 16 heures. Première traversée en solitaire pour des enfants d'habitude protégés, couvés, accompagnés par des parents, craignant les dangers du vaste monde, certes, mais palliant aussi les contraintes du territoire. Peu d'activités sont accessibles à des enfants piétons. Les parents nous transportent en voiture chez les copains ou dans les magasins, à la bibliothèque pour moi ou au club de sport pour les autres. Sortant du collège, nous prenons la rue du président Wilson. La grappe de 6, 8 enfants se divise peu à peu, chacun quittant la bande dès qu'il arrive chez soi. Le groupe s'amenuisant à mesure que les numéros progressent. Je ne connais personne du côté impair de la rue, les maisons individuelles. Tout le monde habite sur le trottoir de droite. C'est une suite arithmétique de raison 2. Au numéro 2, le magasin MBK où ma mère achète le vélo de ma sœur. Au numéro 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16, des maisons que je ne regarde pas. Le 18 et le 20 mènent à des petits immeubles ou à des bandes de pavillons identiques qui me donnent l'occasion d'apprendre le mot lotissement. Joao habite par ici, il est avec moi en primaire, mais je n'ai pas de souvenir de lui au collège. Entre le 24 et le 26, la rue de Seine aboutit au fleuve, sans surprise, longeant mon école maternelle et mon école primaire, le groupe scolaire Félix Eboué. Le journal des élèves s'intitule « Les ronrons de Félix », sa manchette décorée d'un chat faisant le dos rond. À cause de cette mascotte, aucun d'entre nous n'imagine Félix Eboué dans son uniforme des forces françaises libres, mais plutôt dans la peau du Félix de la BD, dans le meilleur des cas, ou du chat des publicités pour la pâtée homonyme, Félix de Fido, parce que les chats sont comme ça. Au 26, 26 bis, 26 terres, 28 et 30, des maisons. Y a-t-il des enfants dans ces maisons? Au 32, l'entrée de la cité, où habitent plusieurs copains. Peut-être Alexandre, Clément, Cyril sans doute. Une allée de garage, une jardinière, rarement fleurie. Un panneau d'affichage municipal et une boîte à idées. Nous glissons des trucs idiots dans cette boîte. Souvenir d'un départ de feu, une flamèche, dans une poubelle proche de l'armoire électrique, neutralisée par le gardien qui est peut-être le grand-père de shérif, mais j'ai un doute. La fierté, après coup, d'avoir échappé à un grand danger. Je connais le responsable, je ne dis rien. Journal. 29 septembre 2021. Je dis à Guillaume que j'ai écrit la moitié de Terminus provisoire, qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas aller trop vite. C'est difficile pour moi de couper quand c'est trop long. Il vaut mieux que j'écrive lentement et bien. Rentré chez moi, je vérifie où j'en suis. Déjà 54 000 signes. C'est pire que je le croyais. J'ai le droit à 20 000 de plus, max. Il faudra donc couper. Est-ce que je suis du genre à écrire d'une traite? J'ai fait ça quelques fois et ça a marché. Le héros et les autres, en 3 semaines et sans rature, 80 000 signes. Peut-être que ça aurait été meilleur si je l'avais écrit trop long, puis raccourci. Je pourrais écrire d'abord 1 million de signes en apnée, puis supprimer 99%. Il resterait 10 000 signes et je trouverais ça encore trop mou, alors j'élaguerais pour densifier, je garderais 1% et il resterait 100 signes. Alors je ferai un tweet. Je caricature. Mais la question de la densité, c'est vachement de ça qu'il s'agit dans Terminus provisoire. J'ai expliqué à Guillaume, ça parle de la ville. Qu'est-ce qu'une ville? Et comment ça se transforme? On densifie pour que ça ressemble à une ville, mais ce n'est toujours pas une ville, c'est juste une banlieue dense. Mon écriture est trop délayée. J'ai tout relu pour chasser les adverbes de 4 syllabes, les épithètes à la con, les c'est, les que, les temps surcomposés. On respire. Ça fait gagner quelques signes, non pas en coupant des scènes, mais en les réduisant. Terminus provisoire, page 35. Tout change dans les années 2010. Au bout de la rue du président Wilson, la concession Toyota devient anachronique.
Au prix du mètre carré, un bâtiment sans étage au milieu d'un parking, on n'a pas idée de conserver ça. On pourrait élever des dizaines d'appartements sur la même surface, avec vue sur le fleuve ou sur la voie rapide, au choix. Alors il casse tout. Il rase le garage. Il creuse sous la dalle. Il creuse aussi dans la cour de l'école. Dessous l'asphalte, il trouve une gare oubliée. Des piliers de pierre et des pieux de bois, hauts comme 2 hommes adultes ou 3 élèves de 6e, les fondations de l'hôtel de la gare, les murs de soubassement des voies, des disques de 5 mètres de diamètre, les plaques de retournement des locomotives, une vasque taillée dans le calcaire, le réceptacle d'une grue hydraulique, des hommes et des femmes, richement diplômés et salement vêtus, dépoussièrent des machins colossaux, rouillés, rongés avec la patience d'un pinceau en poil de martre. Des années de plaisir en perspective. Si je pouvais visiter cette fourmilière, j'aimerais qu'on m'explique ses enjeux scientifiques. Je chercherais une pointure du métier, l'institutrice savante du bus magique, ou l'érudit à longue barbe d'Il était une fois les hommes. J'ai ces références culturelles ancrées profond, les dessins animés d'enfance. J'appartiens à cette génération. Alors, dans la télévision, Maestro ou Mademoiselle Bille en tête expliquerait à l'enfant. Cette gare éphémère a été démolie au bout de 10 ans et personne ne savait son emplacement exact. Pour se souvenir d'elle, il a fallu faire sauter le bitume de la cour et creuser sous le Toyota. Le sable crasseux, la poussière s'insinuant dans les poumons, les particules allergènes et pernicieuses, les archéologues accroupis sur leurs trésors se couvriraient le nez et la bouche, un masque de protection, un foulard noué sur le visage. Parmi eux, un gaillard à chapeau. J'irais à sa rencontre à cause de sa ressemblance avec Indiana Jones. Il serait pourtant le contraire d'un aventurier. Il craindrait le soleil, il aurait le teint pâle, une mèche rousse flotterait sous les bords du feutre. Il expliquerait. Le buffet de la gare, c'était du grand luxe. Il éliminerait les derniers grains de poussière d'un morceau de faïence. Les assiettes au contour doré, tu vois, on ne se refusait rien. La façade de la gare dessinée dessus. Les employés étaient tirés à 4 épingles. On a trouvé de beaux restes, des vestiges de veston. Regarde la locomotive gravée sur le bouton. Le luxe, te dis-je, le grand standing. Journal. 29 septembre 2021. Dans Terminus provisoire, je crains trop d'écrire en pilote automatique. Le thème m'est familier, j'y case les références que j'aime. Je vois la pente glissante, d'écrire le quartier sur des dizaines de pages, y mêler mes souvenirs brodés avec la même petite musique. Quelle nécessité d'écrire ça? Quelle nécessité de le lire, surtout? Je ne veux pas perdre de vue que ce n'est pas de la broderie, mais un roman. Le personnage a une quête, le lecteur ou la lectrice a envie de le suivre, pour savoir où ça mène, savoir ce que ça raconte, avoir une bonne raison de lire ce texte, ne pas mourir d'ennui en route. Je vois la chape d'ennui, le vaisseau noir progresser sur le cosmos et étendre son ombre sur le texte page après page. Le lecteur ou la lectrice panique, se disent tout sauf l'ennui et se sauvent. Qui a envie de s'occuper d'un livre chiant? Il le ferme brutalement, profère des menaces et m'abandonne. Terminus provisoire, page 29. Avant le chemin de fer, il fallait des heures pour relier Paris à Saint-Germain-en-Laye en diligence, à travers les bois de Boulogne et du Vésinet. Et puis, un jour, des banquiers parisiens ont eu l'idée d'une ligne conçue spécialement pour les bourgeois en goguette. On monte à bord du train, dans les beaux quartiers de l'Ouest, on se cale sur une banquette moelleuse et hop, on gagne sa villégiature à Saint-Germain-en-Laye. Le premier voyage, du jeudi 24 août 1837, est une fête, une aventure, une épopée, excitante et un peu effrayante. La reine Marie-Amélie est à bord, mais par précaution, le roi Louis-Philippe suit à cheval. S'il arrivait un malheur, le roi, vous vous rendez compte? Avec les machines à vapeur, et puis à cette vitesse, 25 minutes, montre en main, les 18 km d'une seule traite. On embarque près de la rue Saint-Lazare, les billets à 1 franc d'un côté, les billets à 1 franc 50 de l'autre. Attention à la fermeture des portes, ça se presse et ça papote dans les allées, tintinabulement d'abord,
Puis carillon sévère, tout le monde assis, un coup de trompe, ce train ne marquera aucun arrêt. C'est parti. La tranchée sous la place de l'Europe, oh, la lumière du soleil à nouveau, un tunnel plus long sous les Batignolles. Le train monte, jusqu'où s'élèvera-t-il? Un viaduc. Il survole la route de la Révolte, la Seine à Asnières. À votre gauche, les Bruyères, la Garenne, les usines chimiques, le village de Nanterre. Oh, ça tourne, ça tangue un peu. Après le virage, c'est encore un pont. Le train franchit la Seine 2 fois. Sous vos pieds et vos yeux ébahis, l'île du Chiard. À votre droite, Chatou. C'est presque fini. La dernière ligne droite est en tranchée. Tout est vert, ordre et beauté, luxe, calme, etc. Autour de vous, le bois du Vésinet dont les frondaisons vous enlacent. Une fraîcheur, bienvenue en cette fin d'août. Un voile d'ombre, à moins que le panache de charbon de la locomotive. Revoilà la lumière. Le train sort du bois comme le loup. Viva des passagers. Applaudissements des badauds. Bravo, vous êtes parvenus sains et saufs. Le roi n'est pas encore arrivé. Il a eu des ralentissements sur le pont de Neuilly. On va l'attendre gentiment. On a prévu un bon gueuleton. Vous verrez, niveau gastronomie, le buffet de la gare est à la hauteur de la page d'histoire qui s'écrit aujourd'hui en lettres d'or. Avez-vous remarqué les boutons lustrés sur le gilet du guichetier et la bordure des assiettes? De l'or, vous dis-je, de l'or. Le grand luxe. Cette gare, 2 étages sur 11 travées, l'horloge monumentale est la première gare de voyageurs de France. Celle de Paris n'est pas encore construite. Un simple ponton fait l'affaire. La reine, émue par la vitesse de l'excursion, a perdu ses éléments de langage. Et au lieu de féliciter les cheminots, elle piaffe. La gare est certes cossue, mais elle n'égale pas le château royal. Elle ne reconnaît pas la demeure de ses ancêtres et des ancêtres de son mari, car Louis XIII est leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père à tous les deux, et Louis XIV est né à Saint-Germain. Pourquoi croyez-vous qu'un berceau figure sur les armoiries de la ville? Elle veut comprendre. Est-ce donc cela, Saint-Germain-en-Laye? Non, madame. Ici, c'est le Pec. Le train s'arrête avant la Seine. Impossible de grimper la côte avec une locomotive pareille. Pour Saint-Germain, il faut finir en patache. La patache cavalera tout à l'heure sur le pont, tout neuf lui aussi, en remplacement du vieux pont qui s'était noyé dans la Seine. Les chevaux y seront son Altesse Marie-Amélie jusqu'à la terrasse de ses aïeux, accompagnés d'autres sommités. Mais d'abord, on déjeune, on fait des phrases, on exalte le futur radieux. Un toast pour le progrès et hurrah pour le buffet. Voilà comment on célébra la première course sur la première ligne de voyageurs à l'arrivée en gare du Pec. La première gare, le début d'une histoire. Mais le Pec est une étape entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Un terminus provisoire. Journal. 22 octobre 2021. En même temps que je raccourcis le texte, je supprime le blabla, les adverbes trop longs, les pronoms relous, j'injecte des petites bribes supplémentaires. Résultat de la balance, le texte est aminci. L'utile ajouté est donc inférieur à l'inutile retranché. Ouf, j'ai pu placer les bouts qui manquaient. À force d'être implicite, je crois que j'avais oublié les 3 phrases essentielles du récit. Si je parle du Pec, si je raconte mes souvenirs, si je les mêle à la fiction, ce n'est pas une idée tombée du ciel, c'est une nécessité que je ressens fort. Le Pec n'est pas l'important. Le sujet, ce sont les bulles d'air encapsulées dans les murs et sous l'asphalte du Pec, les molécules de souvenirs, les atomes de moments vécus, restés attachés dans des lieux où je ne vais plus. Je crois que ça vaut le coup d'être dit. Ces derniers jours passés à relire toujours le même texte me font perdre de vue ma pulsion de départ. J'ai le nez sur la mécanique horlogère, j'observe les engrenages, roues dentées minuscules qui doivent s'imbriquer sans accroc, sans bruit. Je vois que ça tourne bien dans le ventre de la montre, mais j'oublie de regarder l'heure qu'il est et la couleur des aiguilles. Le soir, je prends du recul, je pose la loupe, je lis quelques passages agenreux de rythme de croisière. La mécanique emmerdante redevient un texte. Et je suis un peu ému en lisant un passage. Il y a quelques jours, je recevais un texto de Guillaume qui disait « En ce moment, j'écris des trucs qui m'émeuvent moi-même en les écrivant. » Je ne lui ai pas demandé de quoi il s'agissait. J'ai juste répondu que c'était bon de ressentir ça.
Merci. Merci, c'était hypnotique, je dirais. Je ne sais pas si la salle partage ce point de vue. C'est vraiment extrêmement intéressant de suivre le processus de création tout en écoutant le fil de votre écriture / lecture, si j'ose dire. Mais avant de donner la parole à Joris, étudiant en information et communication, je tiens juste à rappeler le cadre dans lequel s'inscrit cette lecture dessinée. Évidemment, je commence par remercier infiniment ce magnifique duo composé d'Antonin Crène et de Marguerite Boutroll qui n'en sont donc pas à leur premier essai. Et c'est une proposition du festival Hors Limites, avec qui les rencontres texto de l'Université Sorbonne Paris-Nord sont en partenariat depuis 2012. Et ces rencontres texto sont organisées conjointement par l'UFR des sciences de l'information et de la communication de l'Université Sorbonne Paris-Nord, l'UFR LLSHS, Lettres, Langues, Sciences humaines et des sociétés, la bibliothèque universitaire et bien entendu le service culturel majestueusement représenté aujourd'hui. J'espère n'oublier personne. Et nous avons dans le public essentiellement des étudiants de L2 et L3 information communication, ainsi que des collègues et le public du festival également. Je donne la parole à Joris qui va vous poser des questions préparées essentiellement par ses soins, mais aussi grâce à une première rencontre dont vous nous avez fait l'honneur il y a 2 mois maintenant, un mois, dans le parcours culture média édition de L3 Formation Communication. Joris, à vous la parole. Merci beaucoup Antonin et Marguerite. Donc le livre dont vous avez entendu des extraits s'intitule Terminus provisoire. Couplé à cela, Antonin nous a aussi présenté des extraits de son journal. Je peux me corriger si je me trompe, que tu écrivais pendant l'écriture de Terminus provisoire. Oui, en fait, ce journal qui est pas tout à fait, comment dire, c'est un journal intime dans le sens où je parle de ce qui me tient le plus à cœur, mais c'est un journal public puisque c'est ce que je publie sur mon blog. En fait, ça fait depuis des années, mon journal est en ligne, et donc c'était assez amusant là pour l'exercice d'aujourd'hui de revoir un peu ce que j'écrivais il y a 4 ans, du coup, un peu plus, quand j'écrivais ce livre. Voilà, donc Terminus provisoire, ça raconte le récit des 20 premières années de la vie d'Antonin Crène au PEC dans les Yvelines. C'est une méditation sur la mémoire. C'est ça ou... Ouais, je le sens bien comme ça, ouais. Voilà, donc il fait partie de la collection Pérec 53, des éditions Le Livre Louis, en référence du coup à l'œuvre inachevée de Georges Pérec, 53 jours. Exactement. J'avais une première question, du coup, pour toi. Comment tu as sélectionné les extraits pour cette lecture dessinée, que ce soit les extraits du livre ou les extraits de ton journal? J'ai commencé par ce qu'il y avait dans mon journal, qui est quand même un peu moins conséquent que le livre. Ça doit être un livre bref, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et en fait, je me suis dit, le journal, il est forcément chronologique, il faut bien commencer par « Ah tiens, je commence à écrire » et puis à la fin, j'ai fini d'écrire. Et du coup, en fonction des problèmes que je me posais dans ce journal d'écriture, j'ai intercalé les extraits du livre qui vont avec. Je suis parti du journal, en fait. En particulier parce que c'est un travail de commande pour cette collection. C'était la première fois que je me mettais dans cette position-là, de me dire, un éditeur m'invite à écrire quelque chose. Je sais aussi que j'ai un nombre de signes limité, il y avait des contraintes, il y a bien sûr un sujet. Et donc c'est pour ça que je me suis posé aussi des questions dans l'écriture qui n'étaient pas celles que je me pose d'habitude, et que ça va m'intéresser de le documenter un peu plus que d'autres fois. Merci beaucoup. J'avais du coup une question pour Marguerite. On aimerait savoir par quel moyen vous réussissez à transposer les mots d'Antonin Crène en images sans préparation préalable. Alors il y a un peu de préparation préalable.
dans cet exercice spécifique de la lecture dessinée, parce que les mots d'Antonin sont déjà écrits, donc je peux lire son texte, écouter son texte et réfléchir avant. Pardon ? Il y a un deuxième micro pour la caméra. D'accord. Bon, moi j'ai deux micros. Donc je peux préparer l'exercice. Voilà. C'est préparé. C'est préparé, ouais. Ok. Ça passe un peu vite. Après, le dessin en live existe. C'est-à-dire qu'on peut faire le test après si vous voulez, mais c'est pas exactement le même exercice. Et là, il s'agit d'embarquer les spectateurs, les spectatrices dans le récit, dans les textes d'Antonin, et il ne faut pas que le dessin accapare non plus trop l'attention. On essaye de préparer une expérience qui sublime le texte, donc c'est vraiment voulu. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire une performance, je suis là en soutien au texte. Voilà, c'est pas exactement la même chose que lorsqu'on fait une conversation, par exemple une conférence où il y a un dessinateur, une dessinatrice qui est là et qui est là pour prendre des notes visuelles. Voilà. Mais là, il n'y a aucune utilité à faire une performance de cirque, je veux dire, à improviser en direct. D'accord. Voilà. Ouais, je suis désolée si vous êtes déçus du coup. Super, merci beaucoup. Une question du coup, pareil pour Antonin. Donc, alors pour mon expérience personnelle, je ne connaissais pas Georges Perec. J'ai pris le temps de lire Terminus provisoire, donc, qui est une lecture très accessible, malgré que si on ne connaisse pas Georges Perec, dans mon cas, on puisse manquer certaines références. Donc même en faisant certaines recherches, ça peut éclairer certains points. Mais du coup, donc vous avez expliqué que vous étiez invité à participer à la collection Perec 53. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup la contrainte de l'écriture pour Terminus provisoire? Parce que du coup le livre est écrit en 53 pages. Oui. En fait, ça fait des années que je fréquente l'éditeur Thierry Baudin-Hulin, qui a cette maison d'édition qui s'appelle L'Œil ébloui, qui jusqu'ici ne publiait pas forcément des livres qui avaient un rapport avec l'œuvre de Georges Perec, mais quand on aime Georges Perec, on sait que L'Œil ébloui, c'est un peu un mot de passe, parce qu'en fait c'est le titre d'un texte pas très connu de Perec, mais que les connaisseurs adorent. Et donc forcément, on parle toujours de Perec avec Thierry. Puis un jour, il me dit, bon, en fait, là, ça y est, je me lance, quoi. Je vais vraiment avoir une collection qui va peut-être me faire comprendre ma passion et l'entretenir. Et donc, il a choisi ce chiffre 53 parce que ça, là, dans la symbolique de l'œuvre de Perec, ça a du sens, pour regrouper 53 artistes, autrices, auteurs, mais artistes au sens large, parce qu'il n'y aura pas que du texte, à écrire, en fait, à écrire un peu ce qu'on veut, parce que s'il me l'a proposé à moi, parce que les gens qui me connaissent et qui connaissent Perec voient que je suis accompagné par lui, en fait. Je pense que c'est un peu évident. Je l'ai découvert à l'adolescence et de toute façon, quand j'écris, il est toujours un peu là dans un coin. C'est plus ou moins visible selon mes textes, mais dans certains, c'est quand même hyper visible. Et donc, il m'a dit, bah, forcément, tu as des choses à dire. Et c'est pas des essais sur Perec, c'est vraiment, j'écris ce que j'ai à dire moi. Mais avec cette fois-ci, peut-être la présence de Perec qui est un peu plus visible que d'habitude. Et là, en particulier, moi, l'expérience était vraiment troublante. C'est que je me suis dit, ce que j'explique un petit peu dans le journal, c'est, en fait, j'ai jamais parlé, moi qui suis passionné par l'histoire des lieux, par la forme des villes, je n'avais jamais parlé de celle où j'ai passé quand même la plus grande partie de ma vie. Pourquoi il y a cette sorte d'impensée de la banlieue résidentielle qui est de toute façon ennuyeuse et donc c'est pas un sujet littéraire. Et je me suis dit, bah, utilise Perec comme méthode. Et moi qui anime des ateliers d'écriture aussi, c'est souvent ce que je dis aux participants, c'est regarder Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, regarder des textes très connus de Perec, Espèce d'espace, qui nous aident à analyser un lieu, à fouiller dans notre mémoire pour être capable d'écrire sur n'importe quoi. Donc c'est ce que j'ai fait sur ce lieu qui, en fait, n'est pas n'importe quoi, puisque je l'ai grandi. Et oui, et en plus, voilà, donc il y avait cette contrainte du nombre de signes et tout ça, et puis de cohabiter donc avec, c'est le boulot de l'éditeur, hein, mais avec des artistes qui ont des univers très différents du mien. Et ce qui m'a amusé aussi, mais ça c'était après coup, c'était en relisant Espèce d'espace, qui est un de ces bouquins que j'adore, où justement Perec part d'un espace tout petit, et par cercle concentrique, il élargit une sorte de manuel pour comprendre l'espace. Il y a
la chambre, l'appartement, l'immeuble, la ville. Et après la ville, il y a la campagne. Et après, il y a le pays, le continent, etc. Et je me dis, ah oui, en fait, après la ville, il y a la campagne. Sauf que moi, j'ai grandi dans un espace qui n'est pas exploré, dans cette exploration systématique de tous les espaces. Ben, il y a le mien qui manque, en fait. Donc, voilà, je me suis glissé là-dedans. Super. Et concernant le processus d'écriture, est-ce que finalement, être restreint, donc ça impose un exercice, est-ce que tu n'as pas trouvé que finalement c'était un moteur à la création, ou c'est vraiment quelque chose qui t'a bridé pendant le processus d'écriture, ou pas du tout? Moi, j'aime bien savoir d'avance que le livre va être un objet. Et d'ailleurs, si c'est pas un livre, ça peut être... moi, comme je l'ai dit, j'écris sur mon blog, et je sais... quand je me lance pour un texte qui sera sur mon blog, j'ai pas envie que ce soit trop long parce que après c'est chiant à lire. J'ai pas envie. Je pense aussi un petit peu à l'objet que ça va être. Et du coup, si je commence un projet en me disant que ce sera un livre, même si j'ai pas de commande, c'est une commande que je me passe à moi-même. Et des fois, je me dis, là, j'ai envie que ce soit un gros livre. Mon prochain, quand je l'ai commencé, je me suis dit, ce sera gros. Je savais pas à quel point, mais bon, il sera gros. Et c'est important parce qu'en fait, les sujets qui sont n'importe quel sujet peut faire 3 pages ou 500. Donc, et puis là, si je me lance dans... j'ai passé 20 ans dans cet endroit, potentiellement, c'est une saga en 18 tomes. Donc, savoir que j'allais l'écrire de façon brève et dense, c'était important. Ouais. Je l'aurais écrit différemment si j'avais... peut-être que... d'ailleurs, il y a bien sûr, comme c'est un matériau autobiographique, il y a des choses qui sont déjà un petit peu présentes dans d'autres livres, dans le prochain aussi. Où là j'avais beaucoup plus de place pour le développer et c'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup. J'avais une dernière question du coup sur Terminus provisoire. Donc le roman démarre, il prend place à la gare du Pec. Moi en lisant Terminus provisoire, j'avais l'impression que vous aviez un certain attachement pour les gares. Ça a été une normalité en fait finalement de commencer avec la gare du Pec où vous avez vécu vos 20 ans là-bas ou pas? Oui, mais ça c'est un truc qui m'amuse et qui continue de me fasciner quand j'écris, c'est qu'on a un peu tous des marottes et puis et des lubies, et puis en fait dans tous mes livres il y a des gares et des trains, et même quand c'est de la fiction et un livre pas du tout autobiographique, le train a toujours un rôle clé. Et là quand je me suis dit maintenant je vais écrire sur le Pec, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, quand même, c'est l'emplacement de la toute première gare de voyageurs de France. Il y a un truc important, un rôle clé dans l'histoire du chemin de fer. Moi qui suis passionné par l'histoire du chemin de fer, ça tombe trop bien. Et donc, c'est un truc que j'ai pas provoqué, mais qui arrive là, comme ça. Et dans mon prochain roman, Rue des Batailles, il y a un truc un peu comme ça. Je la fais courte, mais il y a une galaxie de personnages. Ils sont très nombreux, et forcément, c'est documenté dans des archives. Les personnages ont vécu... véritablement. Je ne peux pas tous les développer, il y en a pour lesquels j'ai un peu plus de sympathie, d'affection. Et il y en a un comme ça, je lui avais fait jouer un rôle un peu plus important que d'autres, et puis en fouillant un peu plus dans les archives, je me suis aperçu que il avait travaillé dans les chemins de fer. Et je me suis dit, trop bien, parce que du coup je vais mettre un train dans mon livre. Voilà. Donc oui, c'est un truc que j'aime bien. Et cet été, je vais travailler avec le comité central du groupe public ferroviaire, en gros le CE des cheminots, pour faire il y aura un texte de commande et des ateliers d'écriture pour travailler avec les cheminots. Donc, et ça, en fait, c'est une proposition qu'on m'a faite sans m'avoir lu, parce que c'est un camarade qui m'a refilé ce plan. Et il se trouve que je ne l'ai pas choisi et c'est encore une histoire de train. Donc ça tombe bien. Super, merci. Mais pour les descriptions de lieux, comme pour tout le reste, puisque j'écris, j'observe mieux. Je crois vraiment que ça va dans ce sens-là. C'est pas parce que je suis observateur que je sais écrire. Je crois que c'est parce que j'écris que j'observe. Et je dis, c'est pas que sur les descriptions de lieux ou d'objets, c'est aussi pour ma vie intime. Le fait d'avoir un journal depuis plus de 20 ans, en même temps que je vis, j'analyse sous l'angle de l'écriture. Je sais que ce que je suis en train de vivre là, ça peut devenir de l'écriture à tout moment. Et c'en est déjà, en fait. Donc ça me... pour moi, ça a été... l'écriture, mais c'est tout bête de le dire comme ça, mais vraiment, ça a été
le rempart, le remède définitif à l'ennui. Hein, tout ce que je vis est intéressant parce qu'en fait, je peux l'écrire. Et enfin, si je peux écrire sur une banlieue pavillonnaire où je me suis ennuyé à 17 ans, je peux écrire sur tout. Je peux écrire sur aujourd'hui, il ne s'est rien passé, parce qu'en fait, sachant que je vais l'écrire ce soir dans mon journal, j'ai déjà un regard particulier sur ce que je suis en train de vivre. Donc ça, le journal, c'est le remède absolu pour moi, je disais à l'ennui, mais aussi à, à la tentation de trouver que tout se ressemble. Enfin, effectivement, même un endroit un petit peu banal, si on le regarde avec attention, il ne ressemble pas à son voisin. Et c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre dans ce livre-là en particulier. Oui. Et c'est un truc que j'essaye de transmettre en atelier d'écriture, où là, pour le coup, Pérec est de toute façon la boîte à outils géniale pour ça, quoi. On peut tout observer, tout écrire. Cette expérience d'être accompagné par une autre artiste, c'est une des rares occasions de voir ce qui se passe dans la tête d'un lecteur ou d'une lectrice. C'est-à-dire qu'en même temps que vous me lisez, que vous m'écoutez, vous avez des images dans votre tête, et je ne le saurai jamais, et c'est cool, hein, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la tête de tout le monde. Mais de temps en temps, c'est bien d'avoir un petit aperçu. Et du coup, c'est ça qui est génial avec le travail d'illustration ou d'accompagnement par l'image ou par d'autres choses encore. Hein. Ça m'est arrivé une fois d'être accompagné par un musicien, et c'est vraiment pas du tout mon langage, la musique. Bon, lui, il avait de la musique dans sa tête quand il m'entendait, c'est bien pour lui, mais c'était bien pour moi aussi, parce que je ne l'aurais pas fait tout seul. Et il se trouve que je dessine un peu, et je faisais de la BD quand j'étais ado. C'est un langage que je connais un peu. Je ne l'ai jamais pratiqué professionnellement, mais je l'ai beaucoup pratiqué sans que ça sorte vraiment de ma chambre. Et si j'avais des images en même temps que j'écris, je les ferais moi-même. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir les images que je n'ai pas dans ma tête. Un grand merci pour vos réponses. Merci à Joël de la. Merci à vous.